Bonjour à toutes et à tous, je suis Sylvie Launay de La Mêlée. Merci d'être présent à cette table ronde. Comment réussir sa conversion professionnelle dans les métiers du numérique? Pour répondre à cette question, j'ai le plaisir de recevoir Valérie Audrechy, conseillère Pôle emploi spécialisée dans la formation au Pôle emploi de Toulouse. Je reçois également Marc Leverger, cofondateur de bricoprivé.com et membre de la French Tech sur le pôle talent. Est avec nous également Naïma Tourage, actuellement en formation de reconversion professionnelle à Saint-Plon, l'école inclusive qui forme au métier du numérique. Et enfin, Jean-Christophe Buisson, vous êtes professeur des universités de l'INSET, développeur dans le domaine de la santé et responsable pédagogique de la formation DU, développeur d'applications full stack de l'INP. La crise sanitaire a été un accélérateur du passage au numérique, au digital pour de nombreuses organisations, et plus aucun secteur n'échappe au numérique aujourd'hui. Les entreprises sont donc en recherche perpétuelle de nouvelles compétences. Le numérique fait même partie aujourd'hui des métiers que l'on appelle en tension, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'offres à pourvoir que de personnes qui demandent dans ces emplois. Donc, la première question, le secteur du numérique recrute, oui, mais comment orienter sa reconversion professionnelle? Valérie Audrechy, que met en place le Pôle emploi? Bonjour tout le monde. Alors oui, déjà on remarque qu'il y a une forte attractivité du numérique dans la région Occitanie, c'est la deuxième après l'Île-de-France, et qu'il y a en 2021 il y avait à peu près 8500 offres publiées dans le secteur du numérique, principalement dans la Haute-Garonne et dans l'Hérault. Donc, Pôle emploi étant un acteur du conseil en évolution professionnelle, toute personne inscrite à Pôle emploi peut rencontrer un conseiller et parler de son projet pour voir quelles actions peuvent être mises en place pour parvenir à son objectif de trouver un emploi qui corresponde à ses attentes, en prenant en compte ses caractéristiques personnelles, ses caractéristiques professionnelles, l'environnement du travail. Voilà, parce qu'il y a toujours une différence entre un métier qu'on s'imagine et la réalité. Donc du coup, il faut vraiment prendre en compte tous ces facteurs. Par exemple, ça peut être le salaire, les conditions de travail. Voilà. Donc, avec Pôle emploi, la personne peut avoir des entretiens avec un conseiller Pôle emploi, un psychologue du travail, intégrer des prestations pour travailler sur son projet. Et une fois que tous ces points sont étudiés, normalement une idée d'un métier ou d'un projet va se concrétiser, et donc on va travailler sur la validation. Et j'en parlerai par la suite. Très bien, merci Valérie. Marc, vous êtes membre de la French Tech. Quels sont les dispositifs que déploie la French Tech? Bonjour à tous. Effectivement, la French Tech Toulouse, donc là c'est un programme particulier parce que c'est un programme qui a été inventé à Toulouse. Au moment de la crise sanitaire, on s'est posé la question comment est-ce qu'on pouvait aider en fait l'écosystème. Alors à la fois nous on représente les entreprises plutôt de la tech et du numérique, et on s'est dit comment est-ce qu'on peut aider ces entreprises qui sont effectivement en tension et en recherche permanente, alors que de l'autre côté, et c'était un peu le panorama 2020, mais des grandes entreprises de type effectivement Airbus, toute l'aéronautique, allaient libérer un certain nombre de talents. Et donc notre question c'était comment est-ce qu'on peut réunir ces deux mondes. Et on a imaginé un programme qui s'appelle donc Tech Transition, qui va prendre la forme d'une plateforme web qui sera ouverte à partir du 16 mai et qui est un dispositif hybride pour permettre aux gens venant plutôt des grands groupes, donc on va dire qui viennent pas forcément du monde de la tech et de la petite entreprise, de comprendre en fait ce que c'est que l'écosystème tech et ce que c'est que de travailler dans une start-up et dans une scale-up quand on vient d'un grand groupe. Est-ce qu'on est fait pour ça? Est-ce qu'on a toutes les qualités requises ou est-ce qu'il faut justement qu'on se forme? Enfin voilà, c'est toutes ces questions en fait qu'on se pose. Et donc le parcours tel qu'on l'a imaginé à la French Tech, c'est un parcours hybride avec une première partie qui est un questionnaire sur lequel les gens vont pouvoir répondre à un certain nombre de questions, ce qui va les aider à les orienter.
sachant que travailler dans la tech, à notre sens aujourd'hui, ça peut prendre 3 formes en gros. Hein. C'est soit je veux envie de devenir salarié d'une entreprise de la tech, soit j'ai envie de devenir créateur d'entreprise, qui est aussi une autre forme aujourd'hui pour se créer son job. Et puis je peux aussi devenir actionnaire ou associé, qui est finalement un mode un peu hybride où je peux travailler dedans et en même temps être associé. Et donc l'idée, c'est d'avoir un parcours vraiment hybride, où à la fois on va avoir d'abord une première partie vraiment sur un questionnaire pour bien comprendre, bien identifier ce que vont être ces parcours et ce que ça veut dire concrètement en fait que de travailler dans cette entreprise-là. Et puis après, on en reparlera après, mais après il y a d'autres, il y a une partie un peu plus action. Mais voilà, la première partie, c'est vraiment de mettre à disposition. Et donc c'est un dispositif hybride dans lequel nous, la French Tech, on n'a pas vocation à opérer. On est vraiment la plateforme pivot, un truc de mettre en relation des gens pour qu'ils définissent un peu mieux leur parcours, et puis après des acteurs comme Pôle emploi, l'APEC, enfin voilà, tous les acteurs en fait qui derrière vont prendre le relais. Facilitateur en fait. Exactement. D'accord, merci. Jean-Christophe Buisson. Oui, donc moi dans mon établissement, l'EN7, on forme des ingénieurs, et ce sont des gens qui souvent occupent des postes qui demandent une forte compétence scientifique, hein, du calcul scientifique, du data mining, hein, ce qu'on appelle l'IA en ce moment. Mais il y a également beaucoup de développement web et mobile. Et en réalité, si on regarde un petit peu les besoins des entreprises, ça représente la très grande majorité des emplois qui sont proposés. Et il se trouve que ce type d'activité, ça ne demande pas de compétences scientifiques, de prérequis scientifiques particuliers. Et donc c'est ce qui nous a conduit dans notre établissement, dans le cadre de la formation continue, à proposer une formation ouverte à tous. Alors il y a un filtrage à l'entrée que je pourrais expliquer, mais qui permet donc, qui forme uniquement à cette activité de développeur web et mobile. Donc, notre cible, c'est principalement les petites et moyennes entreprises, les startups, parce que souvent les grands groupes et les grandes entreprises, ils recrutent que des bacs sur 5 avec des formations scientifiques qui forment en interne. Peut-être je généralise un peu, mais c'est souvent le cas. Et on forme aussi aux technologies les plus récentes, de façon à avoir un avantage compétitif par rapport aux grands groupes qui, eux, souvent exploitent des technologies plus anciennes pour différentes raisons. Donc voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Merci. Naïma Tourak, vous pouvez nous parler de votre petite expérience ? Très bien. Donc en fait, j'ai commencé en fait ma carrière dans l'hôtellerie. Donc j'étais réceptionniste de base. Et après 4 ans dans ces domaines, je me suis retrouvée en gros à avoir un besoin d'aller vers de nouvelles connaissances. C'est-à-dire que j'ai commencé déjà un peu à stagner et à me demander en fait quel allait être mon avenir. J'avais un besoin d'apprendre des nouvelles choses. Donc c'est là que j'ai commencé non seulement à me questionner, mais aussi à chercher des solutions. Donc j'ai commencé en fait dans un premier temps à essayer de me former sur d'autres technologies, sur d'autres domaines aussi, parce que je fais aussi de la couture entre guillemets, et c'est par tout hasard en fait que je suis tombée sur les sites Open Classroom. Donc j'ai commencé vraiment à suivre tous les filons de la formation développeur web et mobile, full stack, et en fait de fil en aiguille j'ai commencé en fait à passer du HTML, de l'algorithmie, au JavaScript, au Python. Après je me suis retrouvée sur des frameworks tels que React, Symfony, etc., etc. Et une fois qu'en fait je m'étais que je m'étais en fait un peu
que j'avais validé quelque part mon intérêt par ces domaines, en fait, j'ai pris contact avec ma conseillère Pôle emploi et on a commencé toute une démarche en fait des réorientations professionnelles, donc avec toutes les démarches qui vont avec, dont je vous parlerai tout à l'heure. Vous avez commencé par être curieuse, à aller chercher en fait quelles étaient les différentes propositions pour ensuite décider de vous spécialiser dans un domaine et d'être accompagnée pour suivre la meilleure formation. Et puis en fait pour moi c'était important de faire avant de me lancer sur n'importe quel cursus universitaire, scolaire, professionnel, c'est déjà d'essayer en fait de comprendre comment les choses marchaient, de les mettre en application. Et une fois qu'en fait j'avais un visuel sur ce que j'étais en train de faire, ben, là, effectivement, réconfortée, j'avais la force, entre guillemets, la puissance de me lancer dans une carrière longue, difficile, mais passionnante. Alors, il faut commencer par comprendre quels sont les différents métiers du numérique et quelles entreprises font appel à ces compétences. Valérie, au Pôle emploi. Alors peut-être que les personnes qui vont parler après sauront plus répondre à la question des entreprises qui font appel à ces compétences. Mais globalement, je dirais que beaucoup d'entreprises font appel aux personnes formées dans le numérique, des associations, des organisations publiques, entreprises de mode, de santé, enfin bref, vraiment beaucoup d'entreprises ont besoin de ces professionnels. Après, par rapport à Pôle emploi, pour connaître les différents métiers du numérique, alors déjà, on a des ateliers animés au sein de Pôle emploi pour découvrir tous les métiers du numérique, notamment au Pôle emploi de Jolimont où je travaille, où des conseillers des services entreprises de Pôle emploi animent ces ateliers. En général, il y a également des partenaires qui interviennent. Ensuite, il y a les personnes, les demandeurs d'emploi peuvent faire des enquêtes métiers auprès des professionnels pour pouvoir poser toutes les questions aux professionnels qui travaillent dans les entreprises. Moi, je pense que vous allez en parler peut-être. Et ensuite, il y a des immersions professionnelles. Donc c'est des stages, mais on appelle ça des immersions au sein de Pôle emploi, qui peuvent durer jusqu'à 1 mois, où du coup les personnes vont découvrir le métier en observant dans les entreprises. On peut même faire ces immersions dans 2 structures différentes. Et voilà, comme ça, elles sont vraiment confrontées à la réalité du poste. Et ça permet par la suite de valider ou non le projet. Comme disait Naïma tout à l'heure, faut vraiment connaître le métier avant de se lancer par la suite dans une formation qui peut être d'ailleurs longue. Donc, voilà. Quand on est dans le cadre d'une reconversion, je pense qu'il est vraiment nécessaire de prendre le temps de s'assurer qu'on va vers la bonne voie, une voie qui est faite pour nous. Oui, tout à fait. Jean-Christophe, vous parliez tout à l'heure de petites, moyennes entreprises. C'est un peu ce vers quoi les jeunes qui sont formés à l'INSET se préparent à oui, travailler. Alors, dans le cadre de notre formation, donc de gens qui se sont formés au développement web et mobile sans prérequis scientifiques, et voilà, ils trouvent des emplois généralement dans les petites et moyennes entreprises. Comme je disais tout à l'heure, les grands groupes et les sociétés de services embauchent généralement à Bac+5. À Bac+5 scientifique. Donc si c'est votre cas, vous pouvez éventuellement tenter votre chance et obtenir de vous former sur place. Mais pour la majorité des gens qui cherchent une reconversion et qui frappent à notre porte, en fait, ils travaillent soit dans des entreprises de taille moyenne, spécialisées dans un type de logiciel, médical, cartographique, etc. Soit des plus petites structures comme des start-up ou des entreprises en tout cas très jeunes. En fait, et après un certain temps, plusieurs également choisissent la voie de l'auto-entreprise, c'est-à-dire du travail en freelance. C'est une carrière qui se développe de plus en plus et on peut être freelance de différentes façons. On peut être intégré à une équipe existante pendant une durée limitée, on peut développer seul pour une petite entreprise une application.
voilà, c'est un autre type de carrière, mais qu'on ne peut pas aborder en sortant d'une formation comme celle-là. Il faut au préalable avoir travaillé quand même quelques années dans une entreprise pour consolider, on va dire, c'est une belle transition puisque je voulais laisser la parole à Naïma qui me disait que ce qui est intéressant dans ce secteur, c'est qu'on peut travailler dans n'importe quel domaine et dans n'importe quelle structure. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ? En effet, alors comme j'étais un peu propulsée par mon appétence pour le numérique, forcément je suis passée par la case de recherche d'entreprise, comprendre en fait quel était l'impact du numérique en fait déjà sur les territoires, quelle était l'offre, quelle était la demande et je dois dire qu'en fait, à Toulouse, on a une chance, c'est qu'on a un pôle numérique qui est très développé. Et en fait, vous pouvez travailler, en fait, que ce soit pour une entreprise, une grande entreprise telle Airbus, Capgemini, les gros bras, ou sinon il y a aussi les petites moyennes entreprises, comme les autres disaient justement. Il y a pas mal de startups. Les startups aussi sont un bon endroit en fait pour commencer à développer ses compétences et pouvoir en fait voir un peu de tout si on veut et être multicasquette dans son métier. Et ensuite, il y a aussi les domaines du freelancing. Donc, domaine que moi, je pense, j'aurais une préférence à considérer plus tard, une fois qu'il y a une certaine compétence et un socle de... oui, base technique, mais aussi en fait, outils en fait, des collaborations à distance seront posés juste pour une raison stratégique, je pense, parce que je pense que commencer en fait par du freelancing alors qu'on vient à peine de terminer une formation courte, je ne me sentirai pas forcément à l'aise, donc ça sera pour plus tard sûrement. Chaque chose en son temps. Oui. Marc, comment je sais si je suis fait pour travailler dans la tech ? Alors c'est effectivement la question qu'on s'est posée au travers de Tech Transition. Donc on a dit, il y a en fait Tech Transition, c'est un dispositif hybride. Il y a deux grandes phases. Il y a une phase découverte, une phase action. La phase découverte, on l'a décomposée. Donc ce que j'ai dit en introduction au travers d'un questionnaire pour que les gens comprennent, notamment, voilà, est-ce que je suis fait pour travailler dans la tech ? Est-ce que j'ai les soft skills ? Est-ce que je suis prêt à accepter alors nous, French Tech, on est plutôt start-up, scale-up, donc c'est plutôt des petites entreprises. Donc ça veut dire aussi qu'il faut accepter, avoir des organisations qui ne sont pas toujours très bien établies, avec une forme d'agilité nécessaire au début de toute aventure entrepreneuriale. Et puis, une fois que j'ai répondu à ce questionnaire, c'est la deuxième partie de la phase découverte. Dans Tech Transition, on a prévu un certain nombre de contenus qui sont faits par nos partenaires, où on agrège en fait un certain nombre de contenus sur lesquels on va découvrir la diversité des métiers et qu'est-ce que ça veut dire que ces métiers-là, dans la réalité de l'environnement scale-up ou start-up. On parle des métiers du numérique. Alors, moi, en l'occurrence, je suis aussi cofondateur de Brico Privé. On a une équipe dev qui doit à peu près composer 50 ou 60 personnes. Il y a énormément en fait, de métiers qui sont très différents dans des process agiles. Alors, on a des développeurs full stack, mais on a aussi des gens qui font des systèmes d'information purs. On a des gens qui sont des product owners. On a des gens qui font de l'UX. Donc, en fait, c'est très, très varié. Et donc, c'est assez difficile de mettre tout le monde, en fait. On a tendance à mettre tout le monde, tous les métiers, finalement, alors que la réalité va être très différente. Il y a des gens qui vont être très orientés clients, il y a des gens qui vont être très orientés clients internes, il y a des gens qui vont être très sur le marketing. Donc, voilà. Donc, l'idée du dispositif Tech Transition, c'est vraiment de mettre une réalité, on va dire, sur chaque métier. Et donc, cette réalité, elle est faite au travers des supports et on est en train d'inscrire un certain nombre de mentors en fait, sur cette plateforme pour que quand les gens s'inscriront dans le programme Tech Transition, qui est une inscription gratuite dans le programme, ils puissent accéder après à des gens qui sont en poste, soit des freelances, soit des PO, soit des DRH dans toutes les adhérents de la French Tech, et puis qu'ils puissent avoir un échange, alors physique ou visio ou téléphonique. Mais vraiment, l'idée, nous, du programme, c'est de faire toucher du concret, en fait,
ce que c'est que la réalité d'une start-up et d'une scale-up, parce que, alors moi je trouve ça génial, hein, parce que j'ai créé une entreprise, mais il faut aussi comprendre que c'est pas non plus, voilà, c'est pas le pays de oui-oui, et qu'il y a aussi une contrepartie à ça, et donc il faut que les gens soient prêts à accepter ça aussi. Alors, par où commencer? Faut-il nécessairement suivre une formation? Pendant combien de temps? Et existe-t-il des programmes adaptés? Moi, j'aimerais bien entendre le témoignage de Naïma, son parcours. Très bien. Alors, du coup, mon premier conseil serait en fait de commencer par la recherche. Rechercher par vous-même, parce que en fait, il n'y a que vous qui pouvez trouver les réponses. Savoir déjà en fait qu'est-ce que vous cherchez, dans quel domaine, vous renseigner sur les marchés de l'emploi, sur les postes qui sont disponibles, donc faire la différence entre front-end, back-end, full stack, comprendre un peu la structure d'une équipe de développement, dans les grandes lignes, sans forcément rentrer dans les détails, parce que de toute manière, vous aurez la possibilité d'approfondir ça plus tard, mais déjà savoir en fait qu'est-ce qui se passe et vers quoi vous êtes en train d'aller. Ensuite, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller Pôle emploi ou mission locale, selon votre situation. Je dirais que j'aurais peut-être dû me rapprocher de mon conseiller Pôle emploi beaucoup plus tôt, parce qu'en fait, il y a des choses que j'aurais pu connaître, que je n'ai pas eu l'occasion, en gros, de connaître parce que j'étais trop focus. Bon, après, à l'époque, j'étais en poste, donc je n'avais pas trop le temps non plus entre mon poste, la formation en autodidacte, les recherches. Donc c'est vrai que ça va vite, mais il faut se prendre ce temps d'aller consulter quelqu'un qui aura les outils et les informations complémentaires pour vous venir en aide. Donc une fois que vous aurez en fait votre rendez-vous, il sera important de définir en fait ce que quelles sont déjà vos qualités, vos défauts, vos limites, pour pouvoir choisir en fait une formation adaptée. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une grande panoplie de formations qui se présentent à vous. Donc, vous avez les formations des types courts, des types longs. Vous avez des formations qui vont se faire en distanciel, des formations qui vont se faire en présentiel, en alternance, avec des stages, sans des stages. Donc, c'est important de savoir qui vous êtes, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous déplaît, quelles sont vos valeurs pour pouvoir en fait déjà choisir une formation qui est pertinente. Ensuite, une fois que vous aurez choisi ça, en fait, il y a tout un réseau d'outils qui sont mis à disposition par Pôle emploi. Il y a des stages de découverte, par exemple à Saint-Plan, dont j'avais pas la connaissance. Donc c'est des stages en fait qui vont vous permettre d'ouvrir soit un langage, soit en fait de faire une première immersion dans une classe des développeurs justement qui vont pouvoir répondre à vos questions et à vos interrogations. Ensuite, vous avez aussi Active Projet. Moi, j'ai été sur cette plateforme justement et c'est vrai que c'est eux qui m'ont dirigé vers Saint-Plan et je les remercie parce que j'aurais jamais pu trouver par moi-même cette formation et comprendre que c'était celle qui faisait pour moi. Donc une formation qui était courte sur la durée parce que j'avais des contraintes financières, une formation qui était basée sur la pratique avant tout, parce que je suis quelqu'un qui aime la pratique avant tout, avant la théorie, avant tous ces gros mots qui finalement veulent rien dire s'il n'y a pas de la pratique derrière. Et ensuite, je pense que c'est aussi en fait l'effet de pouvoir faire un stage de 3 mois, ce qui n'est pas négligeable. Et c'est laisser le temps de décider quelle est sa place dans les mondes à l'avenir, en fait, après la formation. Parce qu'une formation, une fois qu'on l'a terminée, ce n'est pas fini. Dans les domaines du développement, il faudra quand même continuer à se former, il faudra quand même continuer à donner de sa personne, de son temps libre, pour pouvoir en fait se dépasser et puis avoir une vision plus globale et ainsi de suite. Donc
moi, pour mon expérience, du coup, j'ai commencé cette formation en Simplon. Là, je vais partir dans un mois faire un stage dans une start-up, pardon, je perds mes mots. Et en fait, j'ai hâte, alors qu'au début, j'aurais jamais dit ça, en fait. Je ne me serais jamais sentie capable. Mais je pense que c'est le travail sur soi, cette connaissance qu'on acquérit en début des parcours qui vont renforcer l'assurance qu'on a en ses capacités. Parce que c'est ça qui importe finalement, de se dire qu'on est capable de tout affronter, on est capable de trouver des solutions, peu importe la difficulté qu'on a en face. Il suffit juste en fait de savoir où chercher et comment les mettre en place. Donc pour moi, c'est un métier qui est accessible à tout le monde, à la condition qu'on ait une appétence, une curiosité et des soft skills, chose à ne pas négliger, car vous serez souvent amené à travailler en équipe, vous serez souvent amené à devoir communiquer avec les autres, à résoudre des conflits en interne qui peuvent être dus à un manque de communication, à une efficacité qui n'a pas été définie. Donc, savoir communiquer, avoir la soft skills du travail des groupes, travailler en mode agile avec ses collègues, considérer en fait que vous êtes sur un bateau avec les autres et pas en solo dans une petite cave, c'est très important pour votre réussite et pour la collaboration avec vos collègues. Donc après pour la suite, une fois que j'aurai terminé, du coup, après je m'arrête. On voit que vous parlez de tout ça avec passion. Et une fois que j'aurai fini du coup mon stage chez R-Trip, du coup, qui m'accueille dans leurs locaux, je partirai sur une alternance à l'IPI pour valider un niveau Bac+3 en conception et développement d'applications. J'ai longtemps hésité à continuer mes études. Mais en fait, à fur et à mesure que j'avançais dans la formation, je me suis rendu compte qu'un complément d'information, un complément de vision globale était nécessaire pour apporter une structure à tout ce que j'ai appris jusqu'à maintenant. Donc, je vais partir en alternance cette fois-ci, toujours pour des contraintes d'un côté financier, mais aussi et surtout pour pouvoir en fait avoir une véritable expérience en entreprise qui fasse la différence pour ma carrière. Merci voilà, pour c'est ce tout. beau Je partage. pense j'ai bien résumé. Alors, je souhaiterais rebondir sur ce que vous disiez sur le taux d'encadrement, d'accompagnement du Pôle emploi. Valérie, il y a un accompagnement pour essayer de comprendre quels sont les métiers, mais il y a aussi des accompagnements financiers. Oui, alors il y a déjà des formations qui peuvent être prises par la région, donc qui sont consultables sur Me former en région. Vous avez la maison de l'orientation en plein centre-ville où vous pouvez vous rendre. Et après, il y a des formations financées par Pôle emploi. Alors, je vais parler de deux dispositifs d'aide aux entreprises, la FPR et la POE. Donc la POE, c'est la préparation opérationnelle à l'emploi collective, où du coup c'est l'État qui finance, c'est Pôle emploi qui met en place. Ce sont des formations qui durent maximum 400 heures. Et à la suite de ces formations, les personnes sont embauchées en général pour des contrats à durée déterminée de 12 mois ou des CDI. Donc c'est plutôt un bon dispositif. La FPR, qui signifie l'action de formation préalable au recrutement, c'est sensiblement la même chose, c'est 400 heures de formation et c'est un organisme de formation interne à l'entreprise ou externe qui va du coup former les demandeurs d'emploi. Donc, ce sont deux dispositifs qui sont en général mis en œuvre. Je vous invite, si vous êtes inscrit à Pôle emploi, à contacter vos conseillers Pôle emploi. Ce sont des dispositifs qui sont
plutôt connus des entreprises, mais pas des demandeurs d'emploi, qui d'ailleurs peuvent être évoqués en entretien d'embauche, etc. Donc il ne faut vraiment pas hésiter. Et puis, il y a aussi la possibilité de vous abonner, enfin on peut s'abonner à la newsletter du numérique, voilà, ça peut être bien pour connaître toutes les offres de formation qu'il existe. Voilà, il y a également la bonne alternance, donc effectivement vous allez partir en alternance, enfin vous souhaitez. Ça c'est vraiment un moyen de se former et d'accéder à l'emploi qui n'est pas assez mis en œuvre, mais qui est plutôt positif et pertinent. C'est dommage qu'on n'y soit pas encore arrivé, voilà, qu'on ne le mette pas assez en avant. Mais c'est pareil, vous pouvez consulter la bonne alternance comme site internet pour vous renseigner. Et après, du coup, effectivement, je rebondis aussi sur ce que vous disiez. Il faut constamment se former. Donc, on vous parle de l'offre de formation, mais après, il faut continuer à se former en ligne sur des organismes de formation gratuits. Je pense qu'il faut vraiment pas se dire, une fois qu'on est formé, qu'on a fait 400 heures ou 6 mois de formation, c'est bon, je peux intégrer une entreprise et après, j'ai toutes les compétences. Voilà. Et d'ailleurs, on peut faire appel à Pôle emploi pour valider un projet, pour financer une formation, mais on peut aussi faire appel à Pôle emploi à l'issue de la formation, puisqu'il existe des accompagnements pour vous aider à trouver un emploi par la suite. Il y a des rencontres avec les conseillers des services entreprises du numérique au sein de Pôle emploi Toulouse-Jolimont. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à se rapprocher de Pôle emploi, vraiment pas. Voilà. Oui, il y a tout plein de dispositifs. Exactement. Marc, pensez-vous aussi qu'il est nécessaire de se former ? Enfin, c'est une évidence, alors surtout quand on est dans un programme de reconversion. Hein. Après, la formation, on a vu, elle peut prendre vraiment différentes formes en termes de durée, en termes de format, en termes de thèmes. Du coup, dans le programme Tech Transition, après la phase découverte, il y a une phase action. Et là, notre rôle, ce qu'on a dit, c'est nous, on n'a pas vocation à opérer le programme. On est là vraiment pour mettre tout le monde en relation et accélérer et faire gagner du temps aux candidats à la reconversion. Et donc, une fois qu'on a validé ce parcours de découverte, à ce moment-là, on proposera, nous, tous les dispositifs disponibles pour orienter les gens le plus rapidement possible et qu'ils aillent voir les bonnes personnes pour définir le programme de formation adéquat. Là aussi, l'objectif, c'est effectivement d'aller vite, de faire gagner du temps et de décanter un peu toutes les offres qui peuvent exister parce qu'aujourd'hui, elles sont effectivement très nombreuses et finalement assez peu connues. Et c'est un peu le parcours du combattant pour arriver à décrypter tout ce qui existe. Je vais peut-être rebondir du côté employeur. Quand on recrute aujourd'hui dans des gens du numérique, on cherche alors bien sûr des compétences techniques. Donc forcément, ça passe par un niveau de formation ou en tout cas une garantie en fait, que la personne a minimum suivi ce qu'on sait. La réalité, c'est que les technos, elles changent en permanence. Hein. Nous, on n'a même pas 10 ans d'existence. On en est à notre 3e replatforming. On a changé les technos, on a changé les fronts, on a changé le langage. Enfin, donc en fait, ce qu'il disait, c'est que ce qui est très important, c'est de penser que quand on rentre dans le numérique, on rentre dans une logique de formation continue nécessaire. Et donc, on va chercher des gens qui vont à la fois avoir, à un moment donné, quand on va les embaucher, un certain niveau de compétences, mais surtout les soft skills. Donc, effectivement, et ce qu'on va chercher beaucoup, c'est que, contrairement à l'image que peut avoir, l'image d'un dev, c'est quelqu'un qui est au fond de la cave et qui fait des lignes de code. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on travaille en feature team, donc on est dans des équipes qui sont 7, 8. Il y a des gens du marketing, il y a des gens de la tech, il y a des gens de la data, il y a des gens de la finance. Donc en fait, il faut vraiment avoir une capacité à communiquer de façon très forte. Ça, c'est le premier sujet. Et il faut être très curieux parce qu'effectivement, on s'aperçoit que les bonnes idées, les bonnes façons de faire, le gain de temps, on va l'avoir par des gens qui seront un peu sortis du cadre et qui seront allés chercher en fait les petites nouveautés ou les frameworks qui vont bien ou le petit truc qui va nous faire gagner beaucoup de temps. Faire beaucoup de veille. Hein. Merci. Jean-Christophe, parlez-nous de cette formation, donc développeur Stack LN7, et puis parlez-nous aussi des profils en fait. Oui, alors avant quand même, j'aimerais revenir sur l'aspect appétence, qui est très important. Voilà. Parce qu'en fait, on entend souvent que tout le monde peut devenir développeur, mais je pense que c'est pas vrai. Qu'il y a des gens qui ne sont pas faits pour ça et qui seront malheureux dans ce métier ou qui n'y arriveront pas. Donc justement,
comme il y a sur Internet, on trouve toutes sortes de ressources pour faire de l'auto-formation, mais effectivement, les plateformes type Open Classroom et autres proposent des parcours qui sont cohérents et qui permettent effectivement de voir, si on les suit, si quelque part on est content de le faire, qu'on y trouve du plaisir, ou si au contraire on trouve ça vraiment rébarbatif. C'est-à-dire que, et d'ailleurs dans notre formation de développeurs, pour laquelle on cherche encore des candidats, donc je profite de la tribune pour faire de la publicité, et on a 100% d'embauche à la sortie. Et au départ on avait mis un processus de recrutement sur dossier, et finalement on a eu quelques échecs, c'est-à-dire des gens qui avaient un dossier de bonne qualité mais qui finalement n'y arrivaient pas. J'ai le souvenir d'un expert comptable qui était clairement intelligent, très sympathique, mais quand il fallait écrire du code, il n'y arrivait pas, quoi. Il a abandonné, il a dit j'y arrive pas, je suis malheureux, c'est pas fait pour moi. Et à l'inverse, un CAP de pâtisserie qui était la meilleure de la promotion et qui prenait visiblement un grand plaisir. Et donc on a réorganisé le processus de sélection et on fait passer un test à l'entrée. On demande aux gens, un mois avant le test, de s'auto-former à Python. On leur donne quelques ressources d'auto-formation. Et c'est un test crayon-papier où il faut juste écrire quelques petits algorithmes très simples. On ne cherche pas la perfection, mais dans ce que les candidats écrivent, on cherche la marque d'un esprit logique et d'un esprit qui aborde des problèmes avec simplicité. Et tout le monde est capable de ça. Il n'y a pas besoin d'avoir fait l'école polytechnique. Et si les gens ont fait cet effort de passer un mois à se former à Python, donc un genre d'auto-formation, et s'ils font le test et qu'ils le réussissent raisonnablement, on ne cherche pas la perfection, et c'est des choses simples, hein, ils sont admis, et à partir du moment où on a adopté ce processus, en fait, on n'a plus jamais eu de personnes qui abandonnent en cours de route, et on conserve notre taux de réussite qui est très bon. En même temps, il y a une très forte demande. Je voudrais revenir aussi sur... confirmer que le travail de développeur, ce n'est pas du tout un travail rébarbatif, c'est un travail au contraire très créatif. Hein, les problèmes sont très variés, ils changent tout le temps. Il y a toujours plein de façons de résoudre des problèmes. Il y a une grande collaboration entre les développeurs, ne serait-ce qu'il faut faire relire son code par au moins 2 autres avant qu'il soit validé. Il n'y a pas de concurrence, hein, c'est un peu une ambiance de bureau d'études, hein, il y a toujours une bonne ambiance dans les milieux techniques comme ça. Les seniors donnent toujours aident les juniors à résoudre leurs problèmes. Donc de ce point de vue-là, on est loin du cliché. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci Jean-Christophe. Vous avez été particulièrement clair, c'est génial. Merci à toutes et à tous, merci beaucoup infiniment à vous 4. Moi je voudrais juste rajouter stop au cliché, j'ai un petit fagnon là. Ce sont des métiers dans le numérique qui sont pour les hommes et pour les femmes. On ne dit pas que développeurs, on dit aussi développeuses, il ne faut pas l'oublier. On se retrouve à 14h pour le challenge des CV créatifs innovants. Ici même, suivi des pitchs des partenaires de Jobstick et ensuite des speed recruiting et en parallèle des speed coaching. Donc je vous dis à toutes et à tous un bon appétit et à cet après-midi 14h.